Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, bonjour et merci de votre fidélité au programme de la JCTV et surtout à cette émission Espace Bleu dédiée à la sensibilisation de nos populations et surtout de la jeunesse sur les méfaits de la drogue et des substances psychoactives. Pour ce nouveau numéro de Espace Bleu, le thème, c'est dire non à l'alcool. Et pour en débattre, à ma gauche, le pasteur Isidore Mocho Ayaoui, coordonnateur de la Croix-Bleue. Pasteur, bonjour. Bonjour, monsieur Nicolas. Bonjour également à tous les spectateurs. Je crois que la Croix-Bleue va très bien. Par la grâce de Dieu, la Croix-Bleue tient bon. Et à ma droite, monsieur Pedro Bekofi. Vous êtes psychologue clinicien à la Croix-Bleue du Togo. Bonjour, monsieur Bekofi. Bonjour, monsieur Nicolas. Et le travail? Ça va très bien. Nous sommes encore au rendez-vous et tel que je le disais tout à l'heure, j'ai bien précisé que le thème de ce nouveau numéro, c'est dire non à l'alcool. Je vais commencer par le psychologue. Est-ce que c'est une décision difficile de dire non à l'alcool? Une décision difficile de dire non à l'alcool, certes. De dire non à l'alcool, pourquoi une décision difficile en réalité? D'abord, il va falloir comprendre comment ça se passe avant de pouvoir voir en réalité si on pourrait dire non. Qu'est-ce qui se passe en réalité? Au prime abord, il y a ce désir-là, ce plaisir. On est toujours à cette recherche du plaisir. Et quand on y va pour ce plaisir, on finit par développer de l'abus envers ce plaisir. Et à la place du plaisir, on a plutôt l'abus qui prend la place. Et à la place de l'abus, après, on passe à une dépendance finalement. Et donc, ce qui fait que au finish, qu'est-ce qu'on a? On a certes envie de sortir, d'arrêter, mais aujourd'hui, on voit que finalement, ce problème devient vraiment un fiasco et on n'y arrive pas. On a ce désir-là de sortir, mais on n'y arrive toujours pas. Et voilà, lorsqu'on sait qu'à un moment donné, lorsqu'on est consommateur de la drogue ou des substances psychoactives, à un moment donné de la vie, sortir de ce carcan devient difficile. Et c'est la raison d'être d'ailleurs de la lutte que mène depuis quelques années la Croix-Bleue du Togo. Monsieur le coordonnateur, je vais me tourner vers vous. Vous, on a compris maintenant qu'il est parfois difficile de sortir de cette cage, vous menez la lutte. Pourquoi il paraît parfois difficile de dire non à l'alcool? Merci pour la question. En fait, je ne dirais pas parfois il paraît difficile. Plutôt, c'est non, vous êtes sur le terrain, vous rencontrez beaucoup d'expériences. Tout à fait. Moi, je peux relativiser, mais au vu des expériences que vous racontez, vous pouvez nous dire ici ce que vous vivez au jour le jour avec, si je peux ainsi dire, les patients et autres. S'il y a une chose qui est facile entre débuter par consommer de l'alcool et arrêter d'en consommer, c'est la première qui est très très facile sans aucun effort. Mais s'il s'agit de raccrocher, s'il s'agit d'arrêter, c'est la décision la plus difficile. Difficile parce que l'alcool est arrivé à apprivoiser le consommateur. Et le premier jour où il allait prendre cette substance, et il se disait maître de soi-même, maître de lui-même. C'était une décision venant de lui-même. Mais s'il commence par prendre de l'alcool, il saura par la suite que il peut beau décider de vouloir raccrocher, mais il ne pourra pas parce que maintenant, ce n'est plus lui qui prend le contrôle, mais c'est l'alcool qui prend le contrôle, c'est l'alcool qui le contrôle. Donc c'est pourquoi il est très difficile de raccrocher, et d'ailleurs c'est un sujet très capital. Je vais me tourner vers vous, monsieur Bekofi. Lorsque je prends la décision moi-même d'arrêter,
de consommer l'alcool, qu'est-ce qui se passe dans la tête en ce moment-là et qui fait qu'on n'y arrive pas? Alors, merci pour la question également. Je prends la décision d'arrêter, mais je n'y arrive pas. De dire non à l'alcool. De dire non à l'alcool. Comment ça se présente en fait? Il y a un problème qui se passe toujours et que le problème c'est quoi? D'abord, quand je prends une décision de dire non à l'alcool, je vis dans mon entourage d'aujourd'hui. Le lieu où je trouve cette substance-là à consommer à chaque fois. D'abord, le fait de dire non, c'est tout comme j'aime bien prendre des exemples qui nous arrivent souvent aujourd'hui pour comparer à ce fait. Nous prenons nos portables aujourd'hui, je décide de... Ok, aujourd'hui, je ne vais pas utiliser mon portable, mais je le dépose toujours à côté de moi et je le vois. Si ce portable est toujours là, cela me pousse toujours à pouvoir tenir ce portable à chaque fois. Donc, nous parlons en ce temps de l'environnement qui nous fait d'abord défaut d'y sortir de ce fléau-là, de ce problème-là que nous avons actuellement. Donc, le premier point, nous pourrons citer comme l'environnement dans lequel on est. Et en seconde position, on pourrait passer à ce faible-là, comme l'a dit le coordinateur, c'est l'alcool qui me contrôle aujourd'hui. Je n'ai plus ce pouvoir. Alors, j'aime dire, j'ai cette volonté aujourd'hui d'y arriver. Mais en réalité, on n'a pas cette capacité de pouvoir le faire. Entre décider de consommer l'alcool et décider un jour de ne plus en consommer, vous estimez que l'environnement joue un rôle capital? Certes, l'environnement est, disons que c'est le premier facteur même auquel on fait face aujourd'hui et dire que cet environnement-là, qu'est-ce que ça produit? C'est la première des choses même à revoir partout où nous sommes aujourd'hui et dire que en réalité, si je veux arrêter, c'est de sortir de cet environnement d'abord. C'est la première des choses. Je dois sortir de là pour pouvoir y arriver aujourd'hui à poser un autre pas à part cela. Monsieur le coordonnateur, je vais me tourner vers vous. Lorsque vous allez sur le terrain, dans le cadre de vos sensibilisations, ceux que vous rencontrez souvent et qui abusent, excusez-moi, le terme qui abuse de l'alcool, est-ce que vous avez tendance à comprendre que ça a toujours un lien avec leur environnement? Bon, tout à fait. L'environnement joue un rôle important dans la vie du consommateur. Autrement dit, à supposer que la personne n'est pas entourée par la substance. La substance n'est pas présente. Donc, ça va être difficile de s'en procurer. Et donc, par la suite, il peut être démotivé. Donc, nous pouvons dire que l'environnement est vraiment important. Mais il n'y a pas que l'environnement. Je voudrais parler de la dépendance, même quand la dépendance est créée. Quand la dépendance est créée, c'est très difficile. C'est très difficile de prendre une décision comme ça et d'y arriver. C'est-à-dire de laisser tomber. Mais c'est sûr à quoi vous vous invitez ceux qui sont dans le cas. Tout à fait. Tout à fait. Mais il y a des préalables. Il y a des choses qu'il faut faire. Il faut passer. Il faut quitter un point A pour aller à un point B. Donc il faut vraiment des préalables pour pouvoir sortir de là. Votre ONG, la Croix-Bleue du Togo, est effectivement impliquée dans la lutte, dans la sensibilisation pour détourner l'attention de la jeunesse, surtout de la consommation de l'alcool. Nous avons estimé que c'est difficile de dire non à la consommation de l'alcool. Comment vous, dans vos actions de tous les jours, vous arrivez à amener les gens à dire non, à prononcer ce non-là face à l'alcool? En fait, nous avons beaucoup de techniques que nous utilisons au niveau de la jeunesse pour leur apprendre à dire non. D'abord, au début de consommation. C'est-à-dire, notre première intention, c'est de retarder au maximum le début de la consommation au niveau du jeune d'abord. Ensuite, quand le jeune est tombé dedans, nous avons un certain nombre de techniques que nous utilisons.
ce que nous faisons actuellement en milieu scolaire, en milieu jeune, c'est le développement des compétences de vie courante. Et ces compétences, les jeunes en ont besoin pour être résilients face aux multiples tentations auxquelles ils sont confrontés dans la vie de chaque jour. La pression des pairs, résistance à la pression des pairs. Le jeune qui va commencer par boire de l'alcool, sûrement, il aurait vu ses parents ou bien des aînés en consommer, ou soit il aurait vu un jeune comme lui détenir cette boisson-là et consommer. Et donc c'est ce jeune peut-être qui va lui proposer cela. Alors comment est-ce qu'il va faire pour s'abstenir? Donc c'est là où nous parlons de la résistance à la pression des pairs, par exemple. Donc il faudrait que le jeune arrive à développer un certain nombre de compétences qui va l'aider à dire non lorsqu'il va se confronter à ce genre de situation. Le développement de ces compétences-là, est-ce que ça vient tout seul, monsieur le coordonnateur, monsieur Ayaoui Moto? Non, ce ne sont pas des choses qui viennent tout seul. Je vais vous donner un exemple. Allez-y. Par exemple, nous sommes au Togo. Au nord, par exemple, il y a des cérémonies qu'on fait. Cérémonie d'accueillement, cérémonie d'Evala. Et au cours de ces cérémonies, nous voyons qu'on fait passer les jeunes à travers un certain nombre d'épreuves. Par exemple, ils vont aller la nuit quelque part, ils vont grimper des montagnes. Certes, c'est des cérémonies, mais c'est des compétences. C'est des compétences que les aînés ont jugées dignes que, en tant qu'homme, en tant que jeune fille prétendante au mariage, ils doivent avoir cela. Et donc, il y a un certain nombre d'activités qui sont planifiées et que les jeunes sont censés acquérir ces compétences à travers ces activités. C'est la même chose qui se fait au niveau de notre programme de compétences de vie courante. Nous avons des activités à travers lesquelles ces jeunes arrivent à acquérir facilement ce genre de compétences dont ils ont besoin pour pouvoir faire face à ces problèmes. La résistance à la pression des pairs, comment faire un bon choix, la résolution pacifique des conflits, des compétences tournées vers soi-même. Donc autant de capacités que nous essayons de faciliter. Voilà. Et quand vous parlez à ce niveau-là par rapport aux jeunes, nous comprenons tout à fait que à ce niveau-là, il s'agit de ceux qui n'ont peut-être pas encore commencé à consommer la drogue parce que vous les préparez à résister à la pression des pairs. Mais ici, nous disons qu'il faut dire non à l'alcool. C'est vrai, ça c'est un aspect. L'autre aspect, je prends ceux qui en consomment déjà. Et, monsieur le psychologue, à quel moment de la vie il faut prendre cette décision-là? Si j'estime que j'ai déjà commencé par goûter à l'alcool. Alors, à quel moment de la vie? Là, je dirais toujours, déjà, au premier abord, au moment où tu veux en réalité démarrer. Il faut toujours dire non au premier instance. Au moment où tu veux en démarrer, déjà, il faut commencer à dire non. Et ça rejoint les explications tout à l'heure du coordonnateur qui dit qu'il faut résister à la pression des pairs, il faut résister à la tentation qu'on ressent au sein de son environnement. Je vous explique quelque chose. Ce qui se passe en réalité, c'est quoi? Quand nous prenons, disons, appelons les choses, disons, des amis. Aujourd'hui, nous avons nos amis qui nous invitent peut-être à aller. Bon, mon frère, viens, nous allons faire un tour ici. Peut-être en ce moment, lorsque tu prends la tangente avec eux, tu n'étais pas consommateur. Pour un début, tu ne fumais pas, tu ne buvais pas. Et puis, arriver sur le site où vous y allez, on te tend un verre d'alcool ou bien
de la cigarette, prends mon frère, faut tirer. Là, tu es réticente pour un premier pas. Et qu'est-ce qui se passe? On te force, la pression de ces pères-là dont a parlé le coordinateur tout à l'heure, on voit déjà cette pression qui s'installe pour te dire, oh toi, qu'est-ce qui se passe? Tu ne peux pas tirer juste un coup. Non, tu es faible. Parfois, certains estiment que toi, tu n'es pas à la mode. Voilà, tu n'es pas à la mode. Et au finish, qu'est-ce qui va se passer? Tu finis par le prendre. Là, ce plaisir-là que tu auras pour un premier te conduira à vouloir encore un second. Et j'aime bien l'adage qui dit, qui vole un œuf finira par voler un bœuf. Et donc, ce qui fait que à chaque fois, lorsque tu seras là et que l'envie là va revenir, vu que tu es déjà programmé, tu as déjà appris quelque chose, tu as un programme intégré dans ton système qui te dit, lorsque j'ai cette envie là, c'est ce qui me le corrige. Puisque avant tout, qui goûte, prend goût. Voilà. Il y a la cause qui est là, ça doit produire l'effet là. Donc, avec ce signal qu'il y a, que tu as ce plaisir là, tu t'en vas chercher en réalité ce qui peut répondre à ce plaisir. Et cela devient de l'habitude pour toi. Tu y vas à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Et c'est là où vient la dépendance. C'est là où vient la dépendance. Donc, le mieux, c'est quoi? C'est de même chercher à éviter la première fois où j'irai toucher. Parce qu'on ne sait pas. Qui sait vraiment que lorsque il faut éviter le premier verre. Le premier verre te conduira forcément au second, te conduira voilà, vers la grande bouteille le même. Il y a certains qui disent, Monsieur Bochon, vous êtes coordonnateur de la Croix-Bleue, mais vous êtes aussi pasteur. Il y a certains qui disent que non, dans notre religion, par exemple, on nous dit de boire un peu, de ne pas abuser. C'est des excuses? Oui, je pense que il y a ce genre de choses qui se disent. Et je n'aurais pas souhaité qu'on va sur ce terrain-là, parce que il y a beaucoup de choses à dire. C'est ça qui trompe parfois. C'est pourquoi j'ai souhaité que, comme le dit le psychologue, que la meilleure attitude à adopter, c'est d'éviter le premier verre. Tout à fait, tout à fait. En fait, qui boit, boira. Qui boit, boira. Mais celui qui ne boit pas, c'est difficile qu'un jour... il sent l'envie de boire. Voilà. S'il n'est pas habitué, il ne pourra pas le faire. C'est le problème, c'est éviter à tout prix de prendre le premier verre. C'est ce qu'il faut. C'est ce que nous pouvons recommander. Votre question disait tout à l'heure, voulait savoir tout à l'heure à quel moment de la vie il faut prendre la décision de dire non. En fait, c'est à tous les moments de la vie. C'est à tous les moments de la vie. Nous luttons généralement contre l'abus des substances, parce que du point de vue scientifique, c'est quand la personne commence par se faire du mal, commence par enregistrer un certain nombre de dégâts liés à sa consommation de substances, que nous disons qu'il y a problème, et que c'est à partir de ce moment-là qu'il faut commencer par prendre la personne en charge. Oui. Mais en vérité, qui peut arriver à ce stade? Seul celui-là qui a commencé. Mais celui qui n'a jamais commencé ne va jamais arriver à ce stade de dire non. Donc, ce que la science nous dit, c'est bon, mais il y a toujours des réserves. La science ne peut pas connaître avec exactitude l'organisme de tout et chacun d'entre nous. Et nous sommes différents les uns des autres. L'organisme de chaque individu tolère la substance à partir d'un seuil donné, et donc on ne peut pas savoir à partir de quelle quantité, à partir de quel degré d'alcoolisation vous allez sombrer dans la dépendance. Quelle personne peut sombrer dans la dépendance. Donc c'est mieux de dire non à tous les temps, à tous les stades. Monsieur le psychologue, Monsieur Bekofi,
Quels sont les obstacles qui se dressent sur le chemin de quelqu'un qui décide de dire non à l'alcool? Pour quelqu'un qui décide de dire non tout à l'heure même, la première des choses, c'est lui-même. Pourquoi je dis lui-même? C'est que je décide aujourd'hui, mais comme je l'ai dit tantôt, je n'ai pas cette capacité d'y arriver. Je prends, certes, j'ai cette volonté de changer, mais je n'ai pas en réalité cette capacité. Mais je vous ai posé la question, arriver. qu'est-ce qui se passe dans la tête en ce moment-là? Et Psychologiquement, ouais. en ce moment, prenons juste la personne. Mettons la personne comme on veut le décortiquer par exemple. Alors, cette personne-là, chez lui, d'abord, le problème est que si j'arrête tout à l'heure, je vais mourir. Si j'arrête, j'aurai ces effets-là. Parce que ce que cela vient de créer dans son organisme lui permet de... C'est tout comme c'est le carburant actuel de son corps. Quand nous prenons l'alcool, c'est son carburant actuel. C'est pour cela que nous allons les voir. Quand ils se réveillent dans la journée, ils doivent toujours passer par là avant de pouvoir se tenir ferme pendant toute la journée. Et donc, ça devient un carburant qui sous-tend son corps. Et là, cette peur d'abord est là. Si je ne le fais pas, il y a quelque chose qui va se passer. mal. Et parlant physiologiquement aussi, ça arrive. Et on l'en trouve au moment du sevrage. Il y a des crises de sevrage qu'ils font à chaque fois. Ou parfois, si on ne passe pas par de bons moyens, ça arrive jusqu'à ce que ça donne de la mort à certaines personnes. Est-ce qu'il n'y a pas des individus qui arrivent, M. Mocho, est-ce que vous en avez connu, des individus qui arrivent d'eux-mêmes seulement à surmonter ces difficultés-là? Je décide seul et je parviens à tourner totalement dos à l'alcool. Enfin, il y a des gens. Il y a des gens qui arrivent tout seuls à réussir ce pari-là. Si nous disons qu'il n'y a pas des gens qui arrivent à abandonner tout seul, non. Il y a des gens. Le problème, ce qu'il faut, c'est d'abord une décision ferme. Il faut que la personne soit vraiment ferme dans sa décision de vouloir arrêter. Mais le premier obstacle auquel il est confronté, c'est cette envie de vouloir en consommer encore. C'est-à-dire, il va décider, par exemple, aujourd'hui, ce soir, au vu de certaines choses, après avoir observé certaines choses, il va décider de laisser tomber que demain, bon, le dernier vient aujourd'hui, demain il ne va plus en prendre. Voilà. Mais demain, il sera confronté à un premier obstacle qui serait cette envie de vouloir consommer encore parce que son organisme va en demander. Donc c'est le premier obstacle. Maintenant, comme on l'avait dit au début, il y a aussi l'environnement. Lorsque la personne décide de ne plus en consommer, alors il faudrait qu'il s'entoure aussi d'un certain nombre d'éléments qui peuvent l'accompagner dans cette décision. Une personne qui prend cette décision-là tout seul peut en parler, par exemple, à tous ceux qui sont autour de lui, que vu ceci, cela, vraiment mes amis, ma femme, je vais arrêter, ça c'est mon dernier verre aujourd'hui. Voilà. Donc, le fait de dire ça, le fait d'en parler autour de lui, déjà, il est en train de préparer son environnement à l'accompagner dans ce qu'il va faire. En ce moment-là, tout comme l'environnement a influencé, l'intéressé à commencer à prendre l'alcool, l'environnement peut jouer à ce moment-là aussi un autre rôle positif. Tout à fait, tout à fait. Mais il faudrait que lui aussi participe à la création de cet environnement-là. Donc c'est pourquoi je dis qu'il peut en parler aux gens, il peut faire sortir le reste de l'alcool qui est dans sa chambre ou bien dans son frigo. Donc il peut les faire sortir, aller les jeter. Bon, il est en train de poser des pas vraiment autour de lui qui peuvent l'accompagner dans ce processus. Et pourquoi ne pas s'approcher des responsables d'ONG, des
responsables dans les centres de santé qui travaillent sur ces, sujets. Donc, c'est des pas qu'il est en train de poser tout autour de lui pour pouvoir l'accompagner vraiment à mettre en pratique sa décision. Bref, vous avez toujours dit que ça n'a jamais été chose facile pour quelqu'un qui, je ne vais pas dire tremper dans l'alcool, non, c'est pas bon, qui abuse de l'alcool, de s'en sortir. Mais vous avez réussi à vous attacher les services d'un psychologue qui est sur le plateau ici avec nous, M. Bekofi. Lorsque des cas comme ça arrivent, que ce soit la personne elle-même qui a pris la décision de dire non à l'alcool, ou c'est l'environnement qui veut l'aider, qui l'amène, quels sont les actes que vous les poussez à poser pour atteindre cet objectif-là? Alors, comment ça se fait? pour y arriver à arrêter, qu'est-ce qu'on fait? D'abord, si la personne Ce que vous faites concrètement en tant que psychologue. Ok. À la Croix-Bleue. Chargé de la prise en charge. Ok. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Quand tu viens chez nous aujourd'hui, alors on te reçoit d'abord, on passe d'abord au renseignement, on s'informe d'abord de ta situation. On fait d'abord cet examen-là pour voir en réalité tu en es à quel niveau. Parce que nous devons comprendre quelque chose, et que certes, comme l'a dit le coordinateur, certaines personnes peuvent s'en sortir, oui. Mais il y a certaines personnes arrivées à un moment où ce qui est sûr que nous appelons par le sevrage que nous faisons, je vais en revenir tout à l'heure, ce sevrage-là, l'effet de ce sevrage, qu'est-ce que ça fait? Ça entraîne des troubles pas possibles, physiologiques, pas possibles à certaines personnes. C'est de là que certaines personnes passent de la vie à la mort. Et donc, quand vous passez chez nous, nous passons cet examen-là d'abord, de voir le niveau de votre consommation. C'est-à-dire, vous êtes devenu comment en consommant, comment est votre niveau de consommation, disons-le comme ça, pour que tout le monde essaie de comprendre un peu, votre niveau degré de consommation. Et là, si ça s'avère que le cas devient critique, qu'est-ce qu'on fait d'abord? On vous réfère à un centre de santé qui fait cette prise en charge d'abord, ou bien que nous appelons par le sevrage. Vous passez d'abord au sevrage. Là, la Croix-Bleue n'est pas en mesure aujourd'hui, pour le moment, de vous offrir ce sevrage. Et là, nous passons au référencement vers les centres hospitaliers du pays, comme le CHE Campus, Tocoin, etc. Et là, vous faites d'abord le sevrage. Maintenant, après ce sevrage-là, cela ne veut pas dire que j'ai été sevré et puis c'est fini. Non, le sevrage fait juste ce que nous appelons un lavage que vous faites du taux d'excès qu'il y avait. Et là, vous essayez d'éliminer le taux d'excès là dans votre organisme. Et donc, après cela, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas encore fini, non. Je peux toutefois retourner à la maison. Mais ce qu'il y a comme problème, c'est que ce qui m'a causé l'envie premier est toujours là. Ce qui fait que quand je sors, je peux aller encore en consommer. Tout facilement même. Et là, on passe souvent par une maison de réhabilitation et de réinsertion sociale. Et oui, allez-y. avec cette maison aujourd'hui, que par plus grâce nous avons aujourd'hui à la Croix-Bleue, quand vous passez par cette maison, on parle plutôt, on dit, on rééduque cette personne. On remet cette personne sur la bonne voie aujourd'hui pour que arriver dans sa communauté future, là où il ira après, il peut retrouver une meilleure vie et vivre au détriment en laissant de côté l'alcool ou bien cette substance-là que cette personne consomme aujourd'hui, le mettre de côté. Le désir qui était là avant, ce qui le poussait à toucher à l'alcool, si cela se présentait, ce n'est plus l'alcool qui va répondre à cela, mais plutôt l'amener à s'éduquer, à avoir cette éducation de chercher quelque chose d'autre pour combler ce vide-là. Monsieur le coordonnateur, comment est-ce qu'il a dit tout à l'heure que vous avez des centres? Où est-ce qu'on trouve ces centres-là? Oui, nous avons des centres de réhabilitation à Lomé, comme dans d'autres villes et disons villages à l'intérieur du pays. La Croix-Bleue, pour sa part aussi,
a inauguré sa maison de réhabilitation en janvier dernier. Et en dehors de C'était cela, où? c'était à Gaudrafort. Ok. C'était à Gaudrafort. Ça, c'est dans la préfecture des Lacs, plus précisément dans la commune de Lac 3. Lac 3, exactement. Donc, nous avons notre centre là-bas. Et en dehors de notre centre, nous collaborons avec d'autres ONG qui ont des centres aussi, comme Astopros à Palimé. Il y a ACAD aussi, à Bagbé, sur la route de Palimé. Il y a d'autres structures. Il y a d'autres structures aussi qui reçoivent des patients, des clients comme chez nous et qui vraiment les aident dans la réhabilitation. Est-ce que vous pouvez nous dire ici sur ce plateau des cas d'exemple où vous avez réussi à votre accompagnement a permis à des gens de dire non définitivement à l'alcool? Tout à fait. Nous avons des cas. Nous avons des cas. Il faut dire que compte tenu de certains préjugés, il est difficile à beaucoup d'entre eux de se tenir devant le micro, devant un écran de télévision pour venir faire des témoignages. Pour venir faire des témoignages. Mais il y a beaucoup de cas, des gens qui sont passés par nous et qui ont retrouvé leur état initial. Monsieur Bekofi, est-ce qu'il y a des situations où on peut dire non, l'alcool c'est modéré ici, il y a des formes, du moins des catégories d'alcool qu'on peut considérer comme non dangereux? Des catégories d'alcool, j'en ai jamais trouvé. Ça, ce que je bois là, il y a pas, le taux d'alcool n'est pas aussi considéré que ça, donc je peux continuer de prendre. L'alcool, c'est toujours l'alcool. L'alcool demeure toujours l'alcool. Je ne peux pas dire que dans Bouddhi, il y a un taux d'alcool élevé et revenir dire que dans le sodabi, le taux d'alcool est moins élevé. Non. L'alcool, c'est l'alcool. Donc, c'est un peu ça, quoi. L'alcool demeure toujours l'alcool. Monsieur Mocho, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, en fait, chez nous, en tant qu'acteurs, il n'y a pas de meilleur alcool. Il n'y a pas de meilleur alcool. L'alcool, c'est l'alcool. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'alcool qu'on peut qualifier de moins dangereux. Voilà, il n'y a pas d'alcool qui ne fait pas du mal. Tout alcool fait du mal. Donc l'alcool, c'est l'alcool. Mais au niveau des commerciales, vous allez voir qu'ils vont dire non, l'alcool là, ceci est meilleur par rapport à ceci. Bon, le taux d'alcoolisation de ceci là, ce n'est pas trop ça, tout le monde peut en consommer. Mais imaginez que si dans 1 litre d'une boisson alcoolisée, on a par exemple, disons 50 centilitres d'alcool pur, et que la personne prend 5 bouteilles de cette boisson là, il faut calculer la quantité d'alcool que la personne a bu. Donc cela aura le même effet que quelqu'un qui a pris une boisson fortement alcoolisée, parce que c'est les mêmes substances chimiques, ou bien c'est les mêmes éléments destructeurs. Et donc on ne peut pas qualifier une boisson alcoolisée de meilleure par rapport à une autre. L'alcool, c'est l'alcool. Monsieur Bekofi, tout le monde n'aura pas à ses côtés dans son environnement un psychologue pour l'accompagner, comme c'est le cas chez vous au niveau de l'ONG Croix Bleue. Pour les téléspectateurs qui nous regardent ici, quel exercice peut-on faire déjà si on veut aider quelqu'un à la maison à dire non à l'alcool? Comment s'y prendre? S'y prendre à dire non à l'alcool. J'ai quelqu'un, j'ai un ami, j'ai un frère que moi, je veux aider, par exemple, à dire non à l'alcool. Il n'a peut-être pas la possibilité de s'attacher les services d'un psychologue ou de venir à votre centre. Comment l'aider? Ok, pour l'aider, heureusement, on est au Togo, ici,
Et pour ceux qui nous regardent depuis le Togo déjà, la première des choses, là, vous pouvez directement contacter notre numéro vert. Allez-y. D'abord, qui est le 80 00 95 95. Ça, c'est notre numéro vert joignable juste uniquement sur Togocell. Et là, c'est notre numéro vert. Vous pouvez nous joindre. Et là, à part ça, nous pouvons vous conseiller du sport, faire du sport à chaque fois. Et si ce désir-là est là, à chaque fois que ce désir de prendre l'alcool là est toujours là, vaquons plutôt à d'autres activités qui pourront nous faire perdre d'énergie en réalité. C'est le plein d'énergie que nous avons aussi qui donne cette envie parfois. C'est possible? Oui, Donc c'est possible. Vous débordez d'énergie, vous Oui. avez envie de prendre de l'alcool? J'ai envie de prendre de l'alcool. Par exemple, je sors, je m'en vais faire de la course. Après être épuisé, je reviens. L'envie l'a diminué en réalité. Ok. C'est ce qui se passe. Monsieur le coordonnateur, Monsieur Bekoufi, ou bien vous avez quelque chose à ajouter d'abord? Oui, tout à fait. Tout à fait. En fait, si je veux aller un peu beaucoup plus clair, qui peut aider à... Qui peut aider Parce à que vous voyez, rapprocher. les gens nous regardent là, les Voilà. téléspectateurs Voilà. sont là, ils peuvent dire, mais Voilà. j'ai un ami, C'est je ça. peux contribuer aussi à l'aider, à Voilà. dire non à l'alcool. Mais qu'est-ce qu'il doit faire? En fait, Oui. Mm. la prise en charge d'une personne qui consomme des substances psychoactives est holistique. La prise en charge d'une personne qui prend des substances psychoactives, notamment l'alcool, Mhm. est holistique. Oui. Tout le monde peut aider. Oui. Tout le monde peut aider. La preuve est que nous, en tant que professionnels, nous demandons à ce que ceux qui nous amènent, les clients ou bien ceux qui nous amènent les personnes à prendre en les charge. personnes à prendre en charge, Hmm. nous leur demandons quelque chose à faire. Tout le monde a quelque chose à faire. Mais c'est cela que je souhaite que vous partagiez avec Voilà. les téléspectateurs qui nous regardent ici. Voilà. Quelqu'un qui prend par exemple l'alcool et chaque fois nous l'insultons, nous développons une stigmatisation à son égard. Oui. En quoi nous sommes en train de l'aider à rapprocher? On ne l'aide pas. Mais si la personne est dans cet état et que nous l'entourons d'un certain nombre de soins, et quand il revient un peu en lui, on peut lui dire, mon frère, il y a de cela quelques heures, c'est ceci qui Oui. s'est passé. Je sais que tu es en train de lutter pour arrêter, mais c'est difficile. Mais nous sommes là. Si tu le permets, nous allons t'accompagner. C'est ça. Voilà. C'est déjà un pas que cette personne, qui n'est pas un professionnel, mais c'est déjà un pas que la personne fait pour que celui-là qui est dépendant de l'alcool puisse revenir à la normale. Oui. Donc tout le monde peut faire quelque chose dedans. Et nous pouvons motiver la personne à se faire soigner au niveau des hôpitaux, motiver la personne, l'accompagner au niveau des ONG et structures qui prennent ces cas-là en charge. Et autant de choses que chaque parent Oui. peut faire pour aider. C'est-à-dire ces au sein de l'environnement. Tout à l'heure, M. Bekoufi, le psychologue, a parlé d'un numéro vert. Vous voulez bien me rappeler, Tout à me rappeler fait. ce numéro? La Croix Bleue est joignable sur un numéro vert qui est le 80 00 95 95 par Togocell, et pour nous signaler et tout problème lié à la consommation d'alcool. Et sur ce numéro, lorsque on vous appelle, comment on procède? D'abord, Comment si- est-ce que ça se passe? Si on nous appelle sur ce numéro, nous demandons à savoir pourquoi la personne a appelé, d'où il a appelé, et pour voir s'il est proche de nous, il peut être à Dapan et appeler. Donc, on demande un certain nombre de renseignements. Et maintenant, pourquoi il nous a appelé concrètement? Pour des renseignements seulement, ou bien pour demander notre aide. Donc, au su de tout ce qu'il a comme problème, Oui. nous lui proposons maintenant un plan. Oui. Soit on peut avoir des rendez-vous
avec la personne, ou bien directement en ligne sur téléphone. Oui. On peut faire une intervention à distance. Oui. Ou bien, par exemple, Oui, allez-y. la personne, il y a quelqu'un qui est ivre ou bien, bon, qui est dans un état là où les gens ne savent pas concrètement quoi faire. Donc, ils nous appellent et on peut leur dire, bon, écoutez, si c'est comme ça, faites ceci, faites cela. Et ils font ça et ça marche. Vous avez donné le numéro, où est-ce que vous vous situez? Nous sommes, Votre siège? nous sommes actuellement à Baie, en Famé, au bord du 4e lac, et dans le vent du bar La Sapienza. Donc si vous arrivez auprès de du bar La Sapienza, vous allez voir en même temps notre immeuble où il y a notre enseigne lumineuse. Oui. Monsieur le psychologue, monsieur Bekoufi, c'est vrai que nous tendons vers la fin de cette émission. Quel travail psychologique quotidiennement quelqu'un qui ne veut même pas s'approcher de l'alcool peut faire sur soi-même pour ne pas tomber dans si on peut le dire ainsi, dans cette nasse? J'aurais prescrit. Parce que vous avez bien dit dès le départ de cette émission que celui qui peut dire non, celui qui peut aider, c'est la personne elle-même. J'aurais prescrit à une méditation d'abord. J'appelle quoi par méditation ici? C'est cette personne-là qui, déjà, si quelqu'un veut arrêter, ça veut dire que cette personne a cette conscience-là, qui a retrouvé cette conscience-là de dire non, ça déborde de trop. Là, je le fais appel à s'asseoir en un lieu calme et à voir en réalité, à revoir sa vie, à revoir en réalité ce qui se passe réellement et à se dire, je peux arriver. C'est ça le terme que je donne, méditation. En soi, c'est une conscience de soi qu'on reprend de notre vie et de dire, je peux y arriver. Et si là, je peux y arriver, cela m'envoie à chercher des horizons. Même si je n'ai pas de moyens, le peu que j'ai au bord, je peux y arriver à m'en sortir aujourd'hui. Est-ce que a priori, elle est plus facile à un jeune de dire non à l'alcool qu'à quelqu'un qui a pris des années à consommer de l'alcool? Ça dépend de la personne lui-même. Parce que quand on prend les jeunes aujourd'hui, les jeunes se disent le monde va dans l'allure où tout le monde se dit je suis à la J'ai mode. posé la question parce que quelqu'un peut être tenté de dire j'ai encore beaucoup d'années à passer sur terre, j'aurai le temps d'arrêter. C'est pour cela que je suis en train de dire ça dépend de la personne. Cette personne-là, âgée par exemple, peut dire non, ok, bon, c'est fini pour moi, de pareil que ce jeune-là peut dire j'ai du temps à passer. Monsieur Mocho? Oui. C'est vous qui êtes sur le terrain. Oui. Quelles sont les expériences que vous rencontrez concernant ces cas-là? Des jeunes qui disent facilement non à l'alcool ou beaucoup plus des adultes qui ont des difficultés à dire non parce qu'ils ont passé beaucoup de temps à en consommer? En fait, les jeunes sont poussés par la curiosité. Par la curiosité, surtout avec les publicités qui nous entourent maintenant sur l'alcool. Les jeunes sont tentés, ils sont curieux de voir ce qui se passe concrètement. Et donc, ils veulent faire la vie comme ce qu'ils sont en train de voir sur les médias. Donc, ils sont les plus tentés. Ils se disent, après, on verra. Mais ignorant que quand on rentre dedans, c'est très difficile de s'en sortir. Oui. Voilà. Au niveau des vieux, ou bien de ceux qui sont plus âgés, certaines personnes, au vu des expériences malheureuses qu'ils ont eues dans certains domaines, ils décident de laisser. Et ils regardent. Mais depuis le début de cette émission, nous avons bien dit que c'est difficile. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et je disais qu'il y a des gens quand même qui décident tout seuls. Ils décident tout seuls. Nous avons
travaillé dans un village Oui. où, après avoir exposé notre thème, il y a un vieux qui a pris la parole et qui nous a dit que lui, à tel âge, il avait l'habitude de boire. Un jour, son papa l'a appelé et lui a dit, mon fils, ce que tu fais là, est-ce que tu sais là où cela t'amène? Regarde-moi avec mon âge. Regarde comment je suis. Mais toi, tu fais comme ça. Est-ce que tu sais là où ça t'amène? Et le vieux nous dit que depuis ce jour, il a cessé de consommer de de l'alcool. consommer de l'alcool. Est-ce que vous voyez? Mais c'est des cas rares. C'est des cas rares. C'est des cas rares. Donc c'est pourquoi je disais que il y a des gens qui, vu certaines choses, ils se disent bon, ils vont laisser. Mais la majorité des vieux qui ont appris tout le temps à boire, à faire la vie, et ils préfèrent en mourir avec. Mais votre leitmotiv, c'est que les gens disent non à l'alcool. Et je vous donne 1 minute pour conclure cette émission. Oui, si nous voyons bien le dégât que cause la consommation de la boisson, de l'alcool aujourd'hui sur nos routes, dans les familles, je conseillerais aux jeunes de s'en préserver. Et je dirais aux parents de revoir leur vie, la vie qu'ils mènent auprès de leurs jeunes. Merci, monsieur Ayaovi Mocho, coordonnateur de la Croix-Bleue du Togo, monsieur Bekoufi. Vous êtes psychologue. Regardez la caméra et adressez un ou deux conseils à notre jeunesse. À la jeunesse aujourd'hui, je dirais juste, ce monde nous attire comme de la lumière afin de nous brûler en réalité les ailes. Merci à vous, monsieur Bekoufi. Merci, monsieur le coordonnateur. Chers téléspectateurs, je vous dis merci de nous avoir suivis et j'ai le temps aussi de dire merci à l'équipe de réalisation. Il y a au Sénat, à la réalisation, Albert Tokoni à la caméra, assisté de Honoré Edo. Rendez-vous samedi prochain sur la même chaîne à la même heure. Au revoir et à samedi prochain.